vous êtes là. Chers amis, bonsoir. On se retrouve enfin pour la vidéo sur les paramécias. Enfin, le grand dossier, la vidéo que je vous avais tant promis. Et ce n'est pas simplement Jean-Pierre 15 qui vient vous voir ici ce soir, mais c'est le professeur Jean-Pierre 15. Et on se retrouve, chers amis, eh bien pour une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit ici de la reprise des vidéos discussion. Ici, on commencera sur One Piece et sur un sujet qui est très intéressant, les fruits du démon. Mais pas n'importe quel fruit du démon. Eh non, les amis, car c'est vrai, il est temps pour moi de vous présenter un petit peu mes théories, non pas sur des théories One Piece classiques sur, je sais pas, Dragon ou Green Bull. Non, 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 ici des théories scientifiques. On va vraiment prendre le terme théorie, voilà, pour ce qu'il veut dire à la base. C'est-à-dire que je vais vous présenter mes analyses sur ce que j'ai pu voir dans le manga et vous présenter une catégorisation des paramécias, puisque comme vous le savez, on peut essayer de faire des classifications dans les logias, dans les zoans, mais dans les paramécias, je veux dire, le groupe est tellement vague et tellement varié qu'il est très difficile de vraiment comprendre et analyser et donner au lecteur des catégories bien précises. Avant toute chose, chers amis, je tiens à vous dire que je ferai une vidéo de ce type également pour les zoans et pour les logas, mais ça sera bien plus facile puisque les zoans et les logas ont déjà d'emblée des petites spécificités, des catégories au sein même de leur grand groupe. Mais ici on va traiter des paramécias, et comme je dis en intro, voilà, les paramécias c'est un groupe qui est complètement varié, complètement divers, et parfois même qui incarne tellement mieux la loufoquerie de One Piece que Oda se permet des libertés un petit peu dans leur création. Quand il les imagine, Oda, on pourrait croire qu'il donne libre cours total à son esprit, à la part loufoque de son esprit, à la part complètement absurde. Mais c'est pas exactement ce que je crois. En effet, derrière tout ce fatras, tout ce bordel, tout ce bazar de fruits, hein, tous plus bizarres les uns que les autres, j'ai l'impression qu'il y a quand même, se dessine derrière tout ce grand groupe, quelques catégories, quelques règles, quelques critères de création, et dans l'esprit d'Oda, je crois quand même qu'il y a un sens logique. C'est pourquoi je me suis attelé, chers amis, donc à classifier, à catégoriser en 3 grands groupes les paramécias. Paramécias corporels, paramécias environnementaux et paramécias productifs. Cette catégorisation, vous avez déjà peut-être pu la voir dans des vidéos de reviewers, vous avez déjà pu les entendre dire sur des forums, des trucs et des machins comme ça. Vous allez me dire donc, eh mais c'est pas toi, professeur Jean-Pierre 15, qui a inventé cette catégorisation. Ou pas. Eh oui, erreur, gamin, eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là que je vais un petit peu me vanter, si vous voulez, cette classification, elle est, entre guillemets, née de, bien sûr, de la tête de plein de gens, dans des forums, ça en discutait déjà, mais là où elle a été vraiment officialisée, sur le One Piece Wikia. Et à l'époque, qui a écrit l'article des paramécias sur le One Piece Wikia? C'est Bibi. C'est le professeur Jean-Pierre 15. En vérité, à l'époque, en fait, c'est vrai, c'était pas Jean-Pierre 15, je m'appelais... Enfin, c'était un autre pseudo, mais vous pourriez le retrouver, c'est un pseudo qui ressemble un petit peu à JP15, si vous voyez ce que je veux dire. Et... en vérité, eh bien voilà, à l'époque, je faisais plein d'articles sur le One Piece Wikia, j'en faisais sur plein. Et j'avais une spécialité aussi, c'était de donner les traductions en VF voilà, donner les traductions en VF des studios, c'était les studios, je ne sais plus quel studio, les traductions Kana, non, il me semble. Mais enfin bref, voilà, donc l'idée c'était que voilà, j'étais un fervent membre du groupe Wika de One Piece. Aujourd'hui, voilà, je le fais un peu moins, c'est vrai, puis je dois dire que souvent je comprends pas les changements qui font, qu'opère le staff de One Piece Wika, je ne comprends pas. Je dois avouer que c'était des fois, leurs choix, je ne les comprends pas. Mais à l'époque, en ce qui concerne l'article des paramécias, eh bien c'était un foutoir pas possible. Il y avait que dalle, il nous racontait que des fois il y avait des paramécias qui pouvaient ressembler à des logias, qu'il y avait des paramécias qui étaient, qui affectaient, voilà, qui affectaient le corps, des paramécias qui affectaient pas le corps, enfin bon voilà. C'était très brouillon, c'était très très vague. Et il me tardait vraiment de reconstruire un petit peu cette page et de donner aux paramécias une véritable classification scientifique. C'est pourquoi c'est moi qui ai créé en vérité sur le Wika, après je ne dis pas que d'autres personnes n'avaient pas eu cette idée avant moi, mais que j'ai eu l'idée donc de ces 3 catégories qu'à l'époque j'ai nommé paramécia corporel, paramécia manipulateur et paramécia productif.
Aujourd'hui, je vais changer manipulateur par environnemental, parce que manipulateur me paraît un mot trop spécifique par rapport à la catégorie qu'il désigne dans mon idée, dans mon analyse. C'est pourquoi, chers amis, on va enfin passer donc à la typologie. Voilà, c'est la grande typologie des paramécia, classifiés, ordonnés, catégorisés. On va donc essayer d'être bien minutieux, bien méthodique. Je vais parler de 3 grands groupes de paramécia, mais avec plusieurs sous-catégories à l'intérieur. Donc on parlera soit de groupes ou de catégories, de grandes catégories et de sous-catégories. D'accord ? C'est parti. Premier grand groupe, il s'agit des paramécia corporels. De manière générale, ce qu'on peut dire de ces paramécia, c'est qu'il s'agit des paramécia qui octroient directement à ton corps un pouvoir. C'est-à-dire que le corps, il est dans ton pouvoir. Non, c'est l'inverse. Le pouvoir, il est dans ton corps. C'est ton corps qui est le vecteur du pouvoir, qui est le catalyseur du pouvoir. C'est à travers ton corps que ton pouvoir va s'exprimer. Du coup, c'est parti pour la typologie. On a 3 sous-catégories pour ce grand groupe de paramécia. On a les paramécia corporels de matière, les paramécia corporels d'objets et les paramécia corporels de capacité spéciale. Ok, c'est parti. Première sous-catégorie, les paramécia corporels de matière. Illustration du professeur Jean-Pierre Quinze, les paramécia corporels de matière. Alors, imaginons que nous nous fassions attaquer par le Chaposaure, un terrible troll des cavernes qui sème la terreur dans la région. Eh bien, grâce aux propriétés de l'alu-alunomie, vous pouvez donner à votre corps, eh bien, justement, les propriétés de l'aluminium. Et donc, ça vous permet de patater dans la bouche ce terrible troll des cavernes. Voilà. Et maintenant, la typologie des exemples. On a premièrement, évidemment, le meilleur exemple, c'est Luffy. Luffy permet à son corps d'adapter les propriétés du caoutchouc, ce qui le rend en fait immunisé, finalement, ce qui lui donne toutes les propriétés scientifiques, physiques du caoutchouc. Être élastique, pouvoir résister à l'électricité. Mais il ne peut pas rendre les choses caoutchouteuses. Et de la même façon, il ne crée pas de caoutchouc. Le caoutchouc, c'est dans les limites de son propre corps. C'est son propre corps qui devient entièrement caoutchouteux. Après, comme autre exemple de ce même type, eh bien nous avons Mr. One. Mr. One qui peut donner à son corps les propriétés de l'acier. Il peut également en fait transmuter un petit peu ses bras en lame. Et voilà, il est aussi dur que l'acier. Donc très très simple hein, en ce qui concerne donc Mr. One. Ou évidemment Das Bones. En ce qui concerne également le troisième de cette sous-catégorie, il s'agit de Jozu ou Jozu. Eh bien lui, c'est tout simple, il peut donner à son corps les propriétés du diamant, ce qui fait de lui la créature la plus dure de One Piece. Deuxième sous-catégorie, chers amis, on parlera des paramécia corporels d'objets, où il y a des objets. Alors la différence avec les paramécia corporels de matière, c'est qu'ils peuvent transformer leur corps non pas en une matière, mais en un objet. Mais c'est pas forcément juste un objet du style un briquet ou un tire-bouchon. Non, ça peut être bien plus que ça, on le verra dans la typologie par la suite. Mais en fait, en vérité, le paramécia corporel d'objet donne à ton corps les propriétés de quelque chose de dénombrable. Hein. Alors, à la différence des paramécia corporels de matière qui donnent à ton corps les propriétés d'une matière indénombrable, comme le caoutchouc ou le diamant, vous voyez. Illustration du professeur Jean-Pierre Quinze, les paramécia corporels d'objets. Alors, cette fois-ci, c'est le terrible dragon de feu Ganzarox qui vous attaque. Mais rassurez-vous, grâce aux propriétés du Kuyonomie, vous pouvez changer les membres de votre corps en cuillère. Donc c'est vraiment super pratique, vraiment contre les dragons. Parce que, comme chacun sait, voilà, les dragons ont donc une seule terreur, bien sûr, les cuillères. Et maintenant, la typologie des exemples. Premier exemple, on a ici donc Bellamy qui peut transformer n'importe quelle partie de son corps en ressort. Donc on a quel objet ? Le ressort. Deuxième exemple, Capone qui peut transformer son corps en château fort, ou du moins en forteresse. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas un objet, une forteresse. Eh bien, selon mon principe, selon ma définition, si, puisqu'il s'agit de quelque chose de la matière du monde qui est dénombrable. Un château, 2 châteaux, 3 châteaux, vous voyez, ce n'est pas une matière, il s'agit de quelque chose qui a été construit par l'homme. Ensuite, on a Sharinguru qui peut transformer des parties de son corps, eh bien, en roue, donc voilà ici l'objet c'est la roue. Nous avons également Buffalo qui peut transformer des parties de son corps en hélice. Vous voyez le truc ? Hélice. On a également ensuite Very Good qui peut transformer des parties de son corps en bille ou en baie, hein, comme vous voulez, mais enfin voilà. Donc encore un autre dans cette catégorie. Ensuite nous avons Miss Doublefinger qui elle peut adopter les propriétés d'un objet ou plutôt d'un être vivant. Ici c'est un petit peu plus particulier, mais au fond ça reste dans le même esprit. Il s'agit donc du fruit de l'oursin qui lui permet en fait de faire pousser des grands pics tout autour de son corps. Elle émet des pics à partir de son corps. Ensuite, nous avons donc Babyfy qui peut transformer ses membres en armes, tout simplement, en toutes sortes d'armes. Inazuma qui peut transformer les parties de son corps en ciseaux. Et également les meilleurs de tous, donc, enfin, le meilleur de tous, le détenteur du Jakenomi,
Voilà, le Funk Brother, je sais même plus quel est son nom tellement ce personnage m'a marqué, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le petit Funk Brother qui a mangé le fruit de la veste et qui peut se transformer en veste. Évidemment, il fallait absolument que je n'oublie quelques-uns, et parmi les deux que j'ai oubliés, il y en a un qui est pas des moindres, c'est Scratchman Apu. Alors vous allez me dire, oui, on ne connaît pas son pouvoir, c'est pas sûr que ce soit un paramécia, et vous avez raison, ce n'est pas certifié qu'il ait mangé même un fruit de démon. Bon, après, faut quand même pas exagérer, c'est quasiment évident que c'est un utilisateur de paramécia, et ici plus précisément donc un utilisateur de paramécia corporel d'objets. J'en veux pour preuve qu'on l'a vu faire contre Kizaru, hein, on l'a vu transformer ses membres en instruments de musique. Après, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il semble que ce sont des instruments de musique un petit peu, enfin, qui ont des capacités très destructrices. Genre, je sais pas, il fait de la batterie, il fait une explosion, voilà, il crée des ondes soniques avec une flûte, enfin bon, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Mais le fait est qu'il crée, à partir de ses membres, il peut se transformer, voilà, en instrument de musique. Après, le deuxième que j'ai oublié, eh bien, c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire. Non, mais rigolez pas, c'est sûr, c'est Blamenco. Oh ouais. Bah si, Blamenco, enfin attendez, vous rigolez ou quoi? Blamenco, le mec qui peut littéralement transformer des parties de son corps en poche. Ouais. Donc c'est un des pouvoirs que je trouve qui est le plus badass dans l'équipage de Barbe Blanche, donc voilà, je pense que c'est un petit peu trop dommage de ne pas le mentionner, donc ce serait dommage, donc voilà. Bon, évidemment, ce pouvoir est un peu bizarre, mais et pas très charismatique, je dois dire, mais il méritait d'être mentionné. C'est bien donc un paramécia corporel d'objet, puisque l'on considère que, selon ma définition, un objet est quelque chose de dénombrable, donc ici on peut avoir 1, 2 ou 3 poches, et d'ailleurs on le voit faire ça au niveau de son menton, créer 2 poches, donc il rentre parfaitement dans la description. En dernier lieu, nous avons la troisième sous-catégorie de ce grand groupe. Il s'agit donc des paramécia corporels liés à une capacité spéciale. Alors là, ce qui est très intéressant et ce qu'il va bien falloir noter pour la suite de la vidéo, c'est que le concept de capacité spéciale, on l'a en fait un peu plus tard dans un autre grand groupe de paramécia. Il revient. Et il y a quelque chose de très simple pour le comprendre, c'est qu'il est associé à un verbe d'action. Voilà. Les capacités spéciales, il y a certains paramécia, de certains groupes de paramécia, qui sont liés à des capacités spéciales. Mais, comme vous avez pu le voir, dans les deux premières sous-catégories du grand groupe des paramécia corporels, eh bien, ils sont liés à un nom, un mot. Par exemple, le caoutchouc, ou les ciseaux, ou la roue, ou le diamant. Vous voyez, il s'agit de quelque chose. Tandis que, dans cette dernière sous-catégorie, il s'agit non pas d'un mot ou d'un nom commun, mais d'un verbe d'action. Illustration du professeur Jean-Pierre XV, les paramécia corporels de capacité spéciale. Donc cette fois-ci nous faisons face au terrible chevalier acharné. Alors bon bah comme vous pouvez le voir il essaye de vous buter, mais ne vous effrayez pas, grâce au terrible pouvoir du porto-portonomie, vous avez donc la capacité de vous téléporter. Vous octroyez à votre corps une capacité spéciale, et celle-ci donc c'est de se téléporter. Vous regardez, oui, oui, bah il est vénère, bah c'est normal, hein. Allez, ciao, à plus. Et maintenant là... écoutez, je crois que les gens savent lire, professeur. Est-ce que je suis obligé de lire ça? Par exemple, Baggy a le pouvoir donc de se défragmenter. Vous voyez l'idée? Il peut se défragmenter. Il n'y a pas de mot qui désigne la défragmentation, ou du moins c'est un concept, et pas une chose. Vous voyez? Ensuite, on a le pouvoir de Brook, qui lui permet de se ressusciter. On a également le pouvoir de Wapol, qui permet de tout manger. Ensuite, nous avons Miss Valentine, qui donne essentiellement la capacité à son corps de devenir très légère, ou extrêmement lourde. C'est également le cas de Mr. Five, donc qui a mangé le fruit de l'explosion et qui permet donc de faire exploser des parties de son corps. Donc ici l'idée c'est d'exploser. On a également Senior Pink qui a donc la capacité spéciale de pouvoir nager dans la matière. Voilà, il peut nager, son truc c'est de nager. Bon Clay qui a la capacité de se transformer en d'autres personnes en touchant le visage des gens avec sa main. Corazon est également un de cette catégorie puisqu'il permet à son corps de ne faire aucun bruit, donc on pourrait dire que c'est le fruit du silence, mais le silence n'est pas vraiment un objet ni une matière. Vous comprendrez bien donc qu'il s'agit là d'une capacité spéciale, entre guillemets, donc ne pas faire de bruit, être silencieux. On a également Alvida, et Alvida est un cas assez intéressant puisqu'elle démontre que les paramécia corporels de capacité spéciale ont à la fois la capacité spéciale octroyée par le fruit du démon, mais peuvent également se faire transformer de manière, je dirais, soit temporaire, soit permanente. En ce qui la concerne, c'est permanent. C'est-à-dire qu'elle devient beaucoup plus belle. Mais en vérité, l'essence de son pouvoir, c'est bien de faire tout glisser sur sa peau. Donc on a bien le concept de glisser. Parmi les derniers, on a donc Viola, qui permet à son corps d'avoir une perception accrue. Donc ici, c'est bien l'idée de voir. On a également McVice, qui est un petit peu une version différente du fruit de Miss Valentine, pardon, et qui lui permet donc
d'être extrêmement lourd et peut-être d'être extrêmement léger, puisque ça n'a jamais vraiment été expliqué dans l'arc Dressrosa. Mais voilà, c'était un petit peu différent, je pense, de Miss Valentine, puisque je pense que Miss Valentine pouvait être plus légère, mais voilà. Ça reste non déterminé. En ce qui concerne McVice, eh bien ici on retrouve à peu près le même concept que Miss Valentine, puisque son fruit lui permet donc de devenir très lourd, donc ici pesé. Alors je vais prendre aussi quelques personnages de filler, car ils sont assez intéressants, même si je dirais quand même que, faut se méfier parce que des fois les fillers ne suivent pas exactement les mêmes règles que Oda dans la création des fruits du démon. Mais quand même, certains sont assez intéressants, comme par exemple le fruit de Lily qui permettait donc pour elle de devenir toute petite. C'était à la base donc une géante, mais elle a un fruit qui lui permet donc de se réduire. Ici, il ne s'agit donc pas d'une matière ni d'un objet, mais bien d'un concept, le concept de se réduire. Un autre filler qui a été assez récent, c'est celui qui est intervenu juste après Dressrosa. Il s'agit donc du méchant Bill, qui est un petit peu bizarre, je dois dire, parce que c'est un petit peu une exception. Son fruit du démon à la base est bien celui de faire fondre toutes les choses dans son corps, comme s'il était un four. Mais il y a également à la fin de l'arc une espèce de capacité d'éjection de lave, et ça c'est un petit peu bordélique, je dois dire. Voilà, ça dépasse un peu le cadre des définitions données par Oda, ou du moins induites par Oda. Donc on va peut-être le mettre de côté, mais son fruit est quand même intéressant. Dernier personnage qui ne provient pas d'un filler, mais qui est quand même une exception, je dirais, c'est Absalom. Absalom donne la propriété à son corps de l'invisibilité, donc c'est-à-dire le concept de l'invisibilité, ne pas être vu, mais il peut aussi rendre les choses invisibles. Toutefois, il ne peut pas rendre les choses invisibles de loin, il est obligé de les avoir avec soi, donc avec lui-même, en les touchant. Peut-être que c'est là une propriété qui sera une sorte de mini-éveil des fruits du démon, ou du moins peut-être une mini sous-catégorie des paramécia corporels, donc de capacités spéciales. Ils pourraient donc octroyer leur capacité spéciale à des objets autour d'eux, tout en gardant comme condition que l'objet en question reste près d'eux. Chers amis, on va pouvoir passer à la deuxième grande catégorie, ou deuxième grand groupe de paramécia dont je parlerai dans cette vidéo, les paramécia environnementaux. Alors les paramécia environnementaux sont assez intéressants parce que il s'agit en fait d'une variété absolument incroyable de paramécia qui viennent en fait, qui partent vraiment de paramécia super faibles et ridicules à des paramécia vraiment extrêmement balèzes et impressionnants. Ce qu'il faut essayer de comprendre avec ces paramécia, c'est que à la base, c'était ceux que j'avais dessinés comme sous le nom, un petit peu sous l'appellation paramécia manipulateurs. Mais je vais changer ça parce que, en fait, ils ne font pas que ça. Pour les comprendre, les paramécia environnementaux, c'est tout simplement un type qui, avec sa main, le plus souvent avec sa main, je dois le dire, agit sur l'environnement, crée une conséquence sur l'environnement. Le pouvoir du fruit se manifeste dans l'extérieur du porteur du fruit. À la grande différence donc des paramécia corporels où le fruit s'exprime dans les limites du corps de l'utilisateur, ici, le fruit s'exprime à l'extérieur du corps de l'utilisateur. Vous voyez ? Première sous-catégorie de ce groupe, les paramécia, les manipulateurs. Et oui, chers amis, il y a toujours des paramécia manipulateurs, mais ils ne désignent qu'un petit groupe au sein de ce grand groupe. Les paramécia manipulateurs, donnent à leur possesseur la capacité de manipuler quelque chose du monde, un objet du monde. Mais attention, il faut que cet objet, cette chose, ce truc, soit autour d'eux pour qu'ils puissent le manipuler. En d'autres termes, ils ne peuvent pas créer cette matière, et ils ne peuvent pas non plus devenir cette matière. L'illustration du... Écoutez, non, professeur, j'en ai vraiment marre, je vais quand même pas répéter ça tout le temps. Donc, vous n'avez vraiment pas de chance, parce que cette fois-ci, vous rencontrez sur votre route le terrible troll des collines, Péruzen. Alors regardez, il est menaçant, il vous aime pas, mais ne vous inquiétez pas, vous avez en vous le pouvoir du Pomi qui vous permet de manipuler les pommes tout autour de vous, toutes les pommes du monde. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, bam, regardez, dans sa tronche, une bonne pomme dans la tête. Donc écoutez, voilà, vous savez, c'est à peu près ça, quoi. Donc le pouvoir des pommes, quoi. Bon, j'ai rien d'autre à dire dessus, quoi. Vous avez compris le truc, hein, manipuler des pommes, voilà. Non mais c'est pas vrai, il m'écoute pas du tout. Mais je vais faire la grève des transitions, moi, si ça continue. Premier grand exemple, il s'agit donc de Moria. Moria est capable de manipuler les ombres, il peut absorber les ombres, enlever les ombres des gens, les donner à d'autres personnages, il peut même manipuler sa propre ombre pour créer des espèces de petites chauves-souris qui attaquent les gens. Il peut littéralement faire ce qu'il veut avec son ombre, c'est donc bien un manipulateur. Ici, l'idée de manipulation, elle est très claire. Manipuler te permet de faire une chose et son contraire. Elle te permet de manipuler un truc dans tous les sens que tu le souhaites. Deuxième exemple, nous avons Eustace Kid ou Eustace Captain Kid. Qu'est-ce qu'il manipule, ce sale formant ? Il manipule, vous allez me dire, les fusils, les épées, les sabres, les métaux,
c'est plus grand encore que ça. Il manipule une force de la nature qui est le magnétisme. Ce qui fait de lui, en vérité, quand on y pense, un paramécien assez fort et avec un énorme potentiel. Il peut exactement faire ce qu'il veut avec le magnétisme. Il contrôle le magnétisme à sa guise. Troisième exemple, nous avons Fujitora qui, à l'instar de Statskid, manipule lui également aussi une grande force du monde physique qui est la gravité. On l'a vu vraiment faire ce qu'il voulait avec la gravité. Il peut même passer la gravité de l'autre côté, sur les côtés, latéralement, verticalement, faire descendre des météorites, appliquer la gravité sur quelqu'un et même alléger la gravité, si on peut dire. Enlever un petit peu de gravité, assouplir la gravité pour pouvoir voler sur des bouts de pierre qu'il aurait détachés du sol. Donc ici on a bien l'exemple de quelqu'un qui manipule à sa guise la force de la nature de la gravité. Un autre exemple est Pika qui peut manipuler exactement comme Moria les choses autour de lui. Et il peut manipuler la pierre. À la différence donc de l'ombre, lui c'est la pierre. Donc la pierre, il peut la manipuler comme il veut, il peut créer des espèces d'immenses statues, des pics, il peut même créer des golems à l'intérieur duquel il peut contrôler le golem. Il contrôle absolument tout son environnement s'il est constitué de pierre. Mais attention, il faut qu'il y ait de la pierre autour de lui, il ne peut pas créer de pierre. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas un Logia, il ne peut ni se transformer en pierre, ni produire de la pierre. Par contre, s'il a de la pierre à côté de lui, alors là il fait ce qu'il veut. Attention, là c'est un petit peu plus complexe, mais je vous demande de vous accrocher, il s'agit d'Ivankov. Ivankov peut manipuler quelque chose, vous allez me dire, attends, qu'est-ce qui manipule Ivankov? Qu'est-ce qu'elle manipule? Ça c'est comme vous qui vous voulez, moi j'ai toujours féminisé Ivankov, désolé. Mais Ivankov manipule quelque chose d'un petit peu plus complexe à comprendre, il s'agit des hormones. Eh oui, il ne s'agit pas juste de soigner ou de transformer les gens en femmes ou en hommes. Ivankov littéralement manipule les hormones de ton corps, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Nous avons également l'eau qui peut manipuler tout ce qu'il veut. Le cas de l'eau est intéressant parce qu'en fait, il ne répond pas aux mêmes critères, aux mêmes conditions que les autres paraméciens manipulateurs. Il est un petit peu, une exception. L'eau, lui, ce qu'il peut faire, c'est manipuler tout ce qu'il souhaite, c'est-à-dire les atomes, tout ce qu'il veut, mais dans un globe précis, dans un rayon d'action précis. Hors de la room, il ne peut rien faire. Mais dans la room, il peut manipuler ce qu'il veut. Je veux dire, il peut même manipuler la personnalité des gens. Vous vous rendez compte? Il peut manipuler la personnalité, enlever les cœurs, il peut faire tout ce qu'il veut, basiquement. Et ça, si c'est pas l'essence de la manipulation, je me demande vraiment ce que c'est. Un autre méchant filler cette fois-ci, eh bien c'est Donachino. Donachino, rappelez-vous, c'était le méchant un peu loufoque, qu'on avait eu un petit peu en suite de l'arc Enies Lobby avec Franky. La première fois qu'on avait un arc avec Franky juste avant Thriller Bark. Eh bien, je dis bien la première fois qu'on avait un arc avec Franky dans l'équipage, je me rectifie. Eh bien ici on avait Donachino qui pouvait manipuler en fait un fruit tout à fait badass et complètement overcheaté, mais il s'agissait d'un filler, donc comme vous le savez les fillers, faut se méfier. Souvent les fillers donnent des fruits du démon très cheatés à leurs antagonistes. Mais Donachino avait un fruit assez intéressant, il pouvait contrôler la chaleur, il pouvait manipuler la chaleur. La chaleur de son corps, la chaleur de son environnement, la chaleur de tout ce qu'il voulait. Il pouvait même envoyer des boules de chaleur concentrée dans des espèces de boules qu'il envoyait à ses ennemis. Il pouvait également manipuler tout ce qui était chaud, comme par exemple la lave. Donc ce personnage était vraiment... il était overcheaté. Mais c'est un bon exemple pour montrer quelqu'un qui manipule une matière du monde ou une force du monde. On a également un personnage qui provient du film Gold. Je ne vous fais pas donc de spoil parce que de toute façon je n'ai même pas vu ce film, mais je sais parce que j'ai lu les résumés, les articles Wikia, tout ça, je sais donc pas mal de choses sur ce gars, Guild Tesoro donc. Et ce personnage a une capacité extrêmement similaire à celle de Pika. En vérité, il est même un copycat de Pika, version or. Là où Pika est capable donc de manipuler la pierre comme il le souhaite et de pouvoir même créer des golems de pierre, eh bien Guild Tesoro est capable de faire exactement la même chose mais avec l'or. Il est capable de manipuler l'or à sa guise et également de se transformer, enfin du moins, non pas de se transformer, mais de constituer un immense golem d'or et de le contrôler tel un golem de manière extérieure à son corps. Enfin, un fruit du démon qui nous a été très récemment introduit, c'est celui de Big Mom, le Soru Soru no Mi, qui permet exactement de la même façon que le fait Moria de manipuler les âmes. Moria manipule les ombres et Big Mom manipule les âmes. Elle peut à peu près faire ce qu'elle veut avec les âmes. Elle prend les âmes des gens, elle les met dans d'autres personnes, elle fait à peu près ce qu'elle veut. Elle taxe les âmes, elle les vole, elle les rend. Elle est tout à fait maître de toutes les âmes de Totland. Et c'est pour ça
que je dis qu'elle manipule les âmes. Elle est donc bien un fruit manipulateur, un paramécia manipulateur. Et en ce qui concerne on va dire, son rayon d'action, et bien ici il s'agit des âmes. Deuxième sous-catégorie, chers amis, de ce grand groupe, il s'agit des paramécias. Eh bien, là le nom est un petit peu flottant. Choisissez entre paramécia altérateur, paramécia destructeur. Mais là où ce serait bien plus badass de dire paramécia destructeur, je dois dire que paramécia altérateur ou d'altération est plus juste que paramécia destructeur. Car dans ce grand groupe, certes il y a beaucoup de paramécias que l'on peut très bien définir sous l'appellation de destruction, mais il y en a d'autres qui répondent aux mêmes conditions, aux mêmes critères, mais qui ne sont clairement pas là pour détruire la matière ou les gens. On va donc les appeler, je suis désolé pour ceux qui auraient préféré destruction, mais paramécia d'altération ou paramécia altérateur. Alors pour comprendre cette sous-catégorie, il va falloir en appeler à ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. C'est-à-dire quand je vous parler des paramécias corporels de capacité spéciale. Puisque là ici, vous avez exactement le même schéma. En revanche, simplement la capacité spéciale ici va s'exprimer en dehors du corps du possesseur du fruit. C'est-à-dire que là où vous aviez avant des paramécias qui manipulaient quelque chose du style, un objet, une force, une matière, quelque chose de précis qui pouvait manipuler à leur guise, c'est-à-dire faire ce qu'ils voulaient. Par exemple, je manipule les lunettes, et bien les lunettes, je peux faire à peu près ce que je veux avec ces lunettes. Eh bien, vous avez des paramécias qui, à la différence de ceux-là qui manipulent quelque chose, imposent au monde une force spécifique. C'est-à-dire qu'ils opposent au monde quelque chose de unilatéral, une force implacable et solide, quelque chose qu'on ne peut arrêter, une force, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et c'est là la grande différence avec les paramécias manipulateurs, c'est que cette capacité spéciale qui s'exprime sous la forme d'un concept et non pas d'une matière ou d'un objet, eh bien, ne peut pas revenir en arrière. Une fois que vous avez appliqué votre pouvoir, c'est fait. Vous avez appliqué votre force à votre environnement. Illustration du professeur je m'en fous, je dirais pas. Et nous voici donc face à l'ultime troll, le boss final de cette tribu de trolls. Et donc voilà, il vous attaque, c'est le chef des trolls, Triozenzen, un troll des glaces tout à fait menaçant. Mais ne vous inquiétez pas, non, vous avez le pouvoir du Tupi-Tupi-Nomi, vous pouvez faire tourner absolument tout ce que vous voulez. Regardez, vous appliquez une force implacable sur votre environnement, vous faites tourner tel des toupies tout ce que vous voulez, que ce soit les objets, comme vous pouvez le voir avec l'épée, mais également les êtres vivants, comme ce vilain troll qui vous a attaqué tout à l'heure. Et donc vous allez pouvoir le faire tourner tel une toupie, tel un derviche tourneur, et ainsi le vaincre. Bon, il m'a menacé de me virer, alors la typologie des exemples. Premier exemple de cette catégorie, il s'agit de Barbe Blanche. Et oui, Barbe Blanche ne manipule pas les tremblements de terre au sens qu'il ne peut pas arrêter les tremblements de terre. Par contre, il est le maître dans l'art de les déclencher. Ici, le concept qui est à la base du fruit du démon de Barbe Blanche, c'est bien de faire trembler la terre. Il ne s'agit pas que de faire des tremblements de terre, c'est bien de faire trembler à peu près tout ce qu'il veut, il peut même faire trembler l'air, il peut créer des chocs à peu près partout. Ne me dites pas non plus qu'il crée quelque chose, parce que les chocs, ça n'a jamais été vraiment un objet de la nature ni une matière. Les chocs, c'est bien un concept, c'est le fait de choquer, tout simplement. C'est un peu à cause de Barbe Blanche que j'ai d'abord pensé pour cette catégorie au nom de destructeur, de paramécia destructeur, car c'est vrai qu'il est l'emblème un petit peu d'un certain nombre de paramécias dans cette sous-catégorie qui sont vraiment orientés vers la destruction. J'en veux pour preuve également Shiki, qui peut également lui utiliser son fruit à des fins destructrices, mais ce n'est pas vraiment l'unique but de son fruit. Son fruit permet de faire léviter les choses, et là vous allez me dire, mais attends, s'il y a manipulation dans cette catégorie, pourquoi Shiki ne serait pas un paramécia manipulateur, environnemental manipulateur ? Eh bien, parce qu'il ne manipule pas les choses. Non, il fait léviter les choses. Là, vous avez Fujitora qui peut, lui, manipuler la gravité. Eh bien, Shiki l'annule. Mais il l'annule comment ? Par l'application d'une force, qui est celle de la lévitation. Ainsi, donc, Shiki est capable de faire léviter à peu près tout ce qu'il touche. Et cette force est unilatérale. Il ne peut pas faire tomber les choses. Il est obligé de les faire léviter. Mais ensuite, dès qu'il les a touchées, c'est vrai, il peut les manipuler. Mais sa force, la force du fruit de Shiki réside dans le fait qu'il impose au monde, à son environnement, le mot léviter. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris ici, c'est pareil que pour les paramécias corporels, donc de capacité spéciale, leur pouvoir se résume à un verbe d'action. Du coup, on a par exemple Bartholomew Kuma qui a la capacité de pousser toutes les choses qu'il souhaite. Il pousse grâce à ses mains et voilà, la capacité de détruire à peu près tout ce qu'il veut et d'envoyer les gens là où il veut. Mais il ne peut pas attirer les gens, voilà, il ne peut pas manipuler ce qu'il touche, non.
il fait que pousser ce qu'il touche. C'est hyper puissant, mais c'est unilatéral, dans le sens qu'il ne peut pas faire l'inverse de ce qu'il fait. En ce sens, ça n'est pas de la manipulation, c'est bien de l'altération. On a également Foxy, qui est capable donc de ramollir tout ce qu'il voit, tout ce qu'il a devant lui, en créant une espèce de rayon qui ressemble d'ailleurs beaucoup au rayon de Boa Hancock. Mais Boa Hancock appartient à une autre catégorie. Foxy donc est capable de ramollir, de rendre ramollo absolument tout ce qu'il souhaite grâce à son rayon. Donc ici l'idée c'est bien de rendre mou les choses, de les enlever, de les fatiguer, de les rendre mous. Mais en plus de ça, il peut faire ça sur son environnement sans aucune limite. Il peut faire ça sur les gens mais également sur les choses. On avait vu le faire sur une grande vague pour essayer donc de ramollir cette vague et de lui enlever toute sa force. Ici donc on a bien l'idée de ramollir les choses. On a également dans le même genre Diamanté qui permet donc de ramollir également mes choses mais pas exactement de la même façon. En vérité c'est le fruit du drapeau qui lui permet donc à partir de quelque chose de très dur de rendre cette chose très molle et de très souple tel un drapeau. Et c'est ce qu'il fait par exemple avec sa cape d'acier, avec ses masses, avec son épée qui a une lame d'acier, il rend les choses molles comme un drapeau. Et voilà, ensuite vous avez une épée qui se transforme en fouet, une cape en acier qui est à la base très dure qui se transforme en véritable cape flottante, et des masses qui sont à la base originellement des vraies masses qu'il a la capacité de cacher dans des espèces de petites boîtes cachées sur sa veste, et qu'il peut donc plier en des tout petits morceaux. Donc ici on a bien l'idée que Diamanté rend la matière, les objets, son environnement, bah écoutez, mou quoi, mais flottant comme un drapeau. On a également Gladius donc qui a la capacité de faire éclater son environnement. Et là vous allez me dire quoi, mais son fruit ressemble vachement à celui de Mr. Five. Non, pas du tout. Ceux qui ont fait le rapprochement ont été intelligents car effectivement Gladius était bien l'équivalent de Mr. Five d'Andressrosa, mais ce n'est pas exactement le même concept. Mr. Five pouvait faire exploser son corps, et déjà c'est l'explosion, tandis qu'avec Gladius c'est l'éclat. Et oui, c'est le fruit de l'éclat, il peut faire éclater, comme s'il faisait enfler, comme s'il remplissait d'air quelque chose. Tandis que Mr. Five, eh bien, son fruit est bien lié à la déflagration, à la combustion. Et en plus de ça, Gladius est très différent dans l'application de son pouvoir, car non seulement il s'agit de l'éclatement, mais il ne peut pas littéralement faire éclater son corps. Il fait éclater les choses qui sont au-dessus de son corps, comme son chapeau, ses vêtements, ses cheveux même, mais jamais son corps lui-même. C'est bien ce qu'on avait vu dans Dressrosa, et c'est bien ce qui a répondu donc parfaitement à cette catégorie, c'est qu'il peut faire éclater donc à peu près tout ce qu'il veut, sauf les êtres organiques. En ce qui concerne la matière non organique, la matière inerte, il peut la faire éclater comme bon lui semble. Il applique donc la force suivante au monde qui l'entoure, éclater. Un autre cas super intéressant, il s'agit de Bluno. Et là vous allez me dire, mais Bluno il ressemble beaucoup à Brûlé parce qu'il crée des zones, gna gna gna, il crée des espèces de portails, donc du coup ce serait pas un paramécia altérateur comme tu le dis, parce que Brûlé c'est pas un paramécia altérateur. Et là-dessus vous avez raison, Brûlé n'est pas un paramécia altérateur, mais nous le verrons par la suite. En l'occurrence Bluno n'est pas un paramécia exactement similaire à celui de Brûlé. Car Bluno, c'est vrai, vous pourriez me dire il crée des portes, mais en vérité, ce qui est à l'essence de son pouvoir, ce qui va à l'essentiel de son pouvoir, c'est qu'il ouvre son environnement. Et ici, on a bien la capacité spéciale d'ouvrir. Et là, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Là, t'es juste en train de prendre les capacités des pouvoirs, et par exemple, on pourrait dire que Ace, son pouvoir, c'est de brûler les choses. Non, car son pouvoir à Ace, un Logia qui est lié donc à un élément, eh bien, il est associé à l'élément du feu. Tandis que Bluno, il crée pas vraiment des portes, il ouvre son environnement. Il ouvre des murs. Tenez, il ouvre même la tête de Luffy à un moment. Est-ce que vous pensez vraiment que la tête de Luffy est une porte? Non. Il ouvre même rien du tout à un moment où on voit ouvrir l'air. Et pourtant, il n'y avait pas de porte dans l'air. Bluno est capable d'ouvrir son environnement, tout simplement. On a également un méchant d'un film filler, donc c'était le film sur l'ellipse, là, rappelez-vous, 3YD, je sais plus quoi, là, où nous avions donc Burndy World, qui avait la capacité donc de faire grossir les choses. Et ici, tout simplement, eh bien, c'est Paramécia qui donne à son utilisateur le concept de faire grossir, tout simplement. Un peu similaire d'ailleurs au fruit de Lily, qui elle pouvait faire rapetisser les choses, mais le fruit de Lily était lié essentiellement à son corps et également à ce qu'elle touchait. On a également le fruit de Ain, qui est une des méchants dans le film Z, et donc elle pouvait faire rajeunir les choses. Elle avait fait rajeunir les gens, mais également la matière, ce qui prouve qu'en fait, son fruit s'applique à peu près sur tout son environnement, mais il ne s'agit pas donc de manipuler un élément de cet environnement, mais d'appliquer une force à l'environnement dans son ensemble. Un autre méchant d'un filler, rappelez-vous, c'est le filler avec les dragons, là, rappelez-vous. Et donc on avait ce personnage qui s'appelait Eric la Tornade, et qui pouvait, grâce à ses ongles en fait,
un petit peu à la manière de Kuma, qui enclenche son pouvoir grâce à ses paumes, ses coussinets, et bien il pouvait en fait cisailler l'air afin de faire des espèces de vagues d'air tranchant. Donc il pouvait en gros trancher l'air, c'était son... Je trouve que c'est... D'ailleurs c'était une habileté qui était liée à un yokai japonais qui est le Kamaitachi, qui est une sorte de belette qui avec des pattes qui ont des espèces de grandes griffes et qui peut voilà, créer des espèces de pas de brume, enfin plutôt de tempête de poussière tranchante. Voilà. D'ailleurs ça aurait fait un bon zone mythique ça. Ensuite, on a Shu qui rentre dans cette catégorie. Shu qui était cet officier de la marine qu'on avait vu donc durant le Buster Call à Enies Lobby, et il avait en fait rouillé le sabre de Zoro, le Yubashiri. Et donc ici, en fait, on voit qu'il pouvait rouiller à peu près ce qu'il voulait. Donc son pouvoir, c'est bien de rouiller son environnement. Donc il peut rouiller autant le métal que le bras de Zoro. On avait vu qu'il avait commencé à le rouiller. Donc voilà, un pouvoir qui correspond au concept de rouiller son environnement. Alors sinon, on a Vanderdecken. Vanderdecken un peu plus particulier, mais lui, son pouvoir, eh bien, c'est d'imposer une force, comme dans cette catégorie, hein, c'est le cas, mais lui appliquer une force par rapport à ce qu'il a touché et par rapport à une cible qu'il a déterminée. C'est-à-dire qu'en fait, il peut tout simplement indiquer un chemin que va prendre là quelque chose jusqu'à sa destination finale. Évidemment, quand il s'agit d'une petite pierre, ça va rien faire, mais quand il s'agit d'une immense arche de Noé, oui, là, ça fait un petit peu plus mal. Et donc voilà, donc il peut appliquer une force sur son environnement, mais simplement, il ne peut pas manipuler, puisqu'il ne peut pas faire reculer la chose dont il a donné l'ordre de venir fracasser sur sa cible. Donc voilà, un pouvoir qui est intéressant et en plus qui rentre quand même pas mal dans la catégorie tout en ayant sa petite spécificité. Alors ensuite, on a deux paramécias qui sont un petit peu plus curieux, on va dire, mais qui rentrent quand même dans cette sous-catégorie, donc des paramécias altérateurs. Il s'agit donc de Mancheri et de Léo. Léo, il est un peu particulier parce qu'il crée des fils, mais c'est pas le paramécia productif des fils puisqu'on a déjà Doflamingo qui peut le faire. Mais lui, il peut coudre en fait. Le concept de son pouvoir, c'est de coudre les choses, les gens, tout ce qu'il veut. Mancheri, de son côté, elle, c'est qu'elle peut soigner les gens, mais elle aussi, elle crée des choses. En vérité, c'est pas qu'elle crée des choses, mais c'est que ce sont ses larmes qui sont le détenteur, le catalyseur de son pouvoir. Et évidemment, dans le cadre des paramécias productifs, ça pourrait rentrer un petit peu dans les critères, mais c'est davantage un paramécia altérateur puisqu'elle permet d'altérer une certaine réalité, c'est-à-dire les blessures. Elle permet de faire disparaître les blessures, de guérir, de soigner les cibles de son pouvoir. Et donc du coup, son pouvoir entre bien dans le paramécia altérateur puisqu'elle altère la réalité en soignant les gens. En revanche, elle ne peut pas manipuler la santé des gens comme le fait un petit peu Ivankov, vous voyez. Enfin, dernière catégorie donc de ce grand groupe des paramécias environnementaux, et bien il s'agit des paramécias transmutateurs ou transformateurs. On va les appeler les paramécias transmutateurs, un petit peu à la manière de Hunter x Hunter si vous voulez. Mais c'est un petit peu différent, cela dit, ne vous embrouillez pas hein, de ce que nous a présenté Togashi dans Hunter x Hunter. Non, ici il s'agit littéralement de transmuter la matière, de transformer la matière, l'environnement. Alors, par exemple, vous pouvez avoir un pouvoir qui vous permet de transformer les gens en quelque chose, mais également de transformer la matière en quelque chose. Mais principalement, les paramécias transmutateurs ou transmuteurs te permettent de transformer ton environnement et le plus souvent les gens. Franchement, soyons honnêtes, vous n'avez pas besoin que je vous lise ça, c'est quand même devant vos yeux, merde! Et il est temps d'affronter le Dark, hein, ce terrible chevalier noir nommé le Dark. Il vous affronte donc avec son équipement, son armure, mais grâce au pouvoir du... comment il s'appelle celui-là? Du Pipo-Piponomi, eh bien, vous pouvez transformer tout ce que vous souhaitez en pipe, et même le terrible Dark. Et maintenant, je me casse, je change d'employeur. De toute façon, cette vidéo fera pas plus de 400 vues. En premier lieu, premier exemple, c'est Boa Hancock qui littéralement a le pouvoir de transformer les gens qui tombent sous son charme en pierre. Donc là, c'est littéralement le pouvoir de la gorgone, quoi. Ensuite, on a Jewelry Bonnet qui, elle, peut... C'est un petit peu différent, parce qu'on pourrait très bien dire qu'elle manipule l'âge des gens, mais c'est un petit peu plus what the fuck de dire ça. Je préfère dire qu'elle transforme les gens, soit en vieillard, soit en bébé. Du moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle transforme le corps des gens en leur faisant adopter un âge qu'ils n'ont pas encore ou qu'ils ont déjà eu, du style plus jeune ou plus vieux. Mais c'est vrai que ça peut être de la manipulation. Pour autant, je dirais quand même qu'il s'agit de transformation parce que ce qu'elle fait, on a vraiment l'impression qu'il s'agit, voilà, elle touche les gens, pouf, ça se transforme et ils deviennent plus vieux ou plus jeunes.
pour moi, ça rentre dans le cadre de la transformation. On a également Jorah, rappelez-vous, cet exécutif donc ce sous-officier donc de l'armée de Doflamingo, hein, de la famille de Doflamingo, qui avait la capacité de transformer les gens en œuvres d'art. Mais elle pouvait également transformer les objets en œuvres d'art, et donc littéralement tout son environnement, que ce soit les gens, le Thousand Sunny, Brook, Nami, elle les avait littéralement transformés en peintures connues. On avait eu les peintures, on avait eu le tableau de Picasso, également le tableau, le cri de Munch pour Brook. Donc voilà, c'est une espèce de peinture un peu cubiste, un peu expressionniste. Donc ça c'était assez marrant de voir ce fruit à l'œuvre. Et donc voilà, on a vraiment parfaitement la démonstration d'un fruit qui transforme les gens et les choses tout simplement. Parmi ça, qui transforme l'environnement. Ensuite, on a un pouvoir qui est vraiment ultra cheaté, mais qui pour le coup qui rentre parfaitement dans ces critères et qui est parfaitement dans la catégorie dont je parlais bien ici. C'est le fruit de Sugar. Elle peut transformer les gens en jouets. Et techniquement, il y a vraiment rien d'autre à dire. Elle transforme les gens en jouets, c'est déjà bien assez cheaté. Mais en l'occurrence, ici, il s'agit bien de transformation. Il n'y a vraiment pas de contestation possible. On a également Tsuru qui peut transformer les gens en serviettes. C'est littéralement ça. Elle transforme les gens en serviettes mouillées et étendues sur une corde à linge. Alors après, il y a d'autres pouvoirs qui sont liés à ce paramécia, comme par exemple le fait de purifier un petit peu les gens. Et là, ça rentrerait peut-être plus dans la catégorie altération. Mais ça reste quand même, de manière générale, un paramécia qui transforme les gens. Et voilà, donc techniquement, elle rentre dans cette catégorie. Nous avons également le fruit de Perospero, qui a été récemment introduit dans le manga, et qui nous donne l'idée que c'est un paramécia environnemental de transformation, puisqu'il s'agit, de ce qu'on sait, de ce que l'on sait, de transformer les gens en bonbons. Donc voilà, ce fruit du démon permet de transformer les gens, l'entourage, en bonbons. Bon, alors là je m'en veux un petit peu parce que c'est vrai que j'en ai oublié un qui est assez important pour cette catégorie, et il s'agit de Kinemon. Alors vous allez me dire pourquoi il est important ? Eh bien parce qu'il s'agit d'un cas très particulier. En fait, il correspond bien à la définition de cette catégorie, c'est-à-dire qu'il transforme son environnement, il prend des choses de son environnement et il les transforme en vêtements. Ici, donc, ce qu'il transforme, l'objet de sa transformation, ce sont des vêtements. Alors, la chose qui diffère grandement avec ses prédécesseurs, ici, dans cette catégorie, c'est que, en vérité, il a besoin d'objets particuliers au préalable de sa transformation, c'est-à-dire qu'il est obligé de sélectionner ce qu'il va transformer, là où les autres paramécias de cette sous-catégorie, des environnementaux de transformation, ils transforment ce qu'ils veulent, quoi. Ils transforment des gens, ils transforment des choses, enfin bon, pour ce qu'on a vu de leur utilisation dans le manga, il ne semblait pas avoir de restrictions au niveau de ce qu'ils devaient transformer. Tandis qu'ici, Kinemon semble devoir sélectionner des choses. Après, on ne sait pas si peut-être qu'il ne maîtrise pas assez bien son fruit, peut-être qu'il ne connaît pas toute l'extension de son pouvoir. Et d'ailleurs, on sait qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un fruit du démon, et qu'il interprète ça comme étant de la magie. Donc techniquement, ça pourrait vraiment être juste une faute d'utilisation, quoi, tout simplement. Mais après, il y a peut-être autre chose. Peut-être qu'en fait, son pouvoir n'est pas un paramécia. Peut-être même que c'est même pas un fruit du démon. Peut-être que c'est en fait un autre type de pouvoir et qu'on le découvrira quand on ira à Wano. Donc ça pourrait expliquer pourquoi ce pouvoir est un peu différent des autres, mais on ne sait pas, et moi je le mettrais d'abord dans cette catégorie. Il transforme des choses en vêtements. Donc de cette catégorie, on gardera de ces grandes catégories, on gardera peut-être deux exceptions, comme j'ai dit l'eau, qui est un petit peu une exception à la règle. C'est un fruit manipulateur, mais qui n'obéit pas forcément aux mêmes règles que les autres. Et on a également le fruit de bonnet, qui a la capacité de manipuler l'âge, même si c'est davantage quelque chose qui est associé. On peut davantage associer ce terme. Dégage, putain, c'est pas vrai. Même si on peut davantage associer cette technique à de la transformation. Ce qu'il faut retenir de cette grande catégorie, chers amis, c'est que ces fruits-là sont des fruits qui vont opposer quelque chose, une force, un pouvoir, ils vont transformer ou manipuler ou imposer une force sur leur environnement ou leur entourage, environnement matériel ou entourage de gens, de personnes. Ici, vous voyez comment que c'est des fruits qui vont se manifester, se concrétiser à l'extérieur du corps de l'utilisateur. Donc voilà pourquoi je les appelle tous les paramécias environnementaux. C'est d'ailleurs les paramécias les plus intéressants parce que ce sont ceux qui ont un champ d'action le plus variable possible, le plus divers possible. Véritablement, on peut avoir tout et n'importe quoi dans cette catégorie, mais ils répondent quand même toujours tous au même schéma. Personne possédant un fruit, utilisant sa main contre l'entourage ou son environnement, et appliquant donc à ce qui les entoure une conséquence précise.
barbe blanche, faire choquer, chiqui, l'éviter, ou bien encore bonnet, rendre plus vieux ou plus jeune. Enfin, dernière grande catégorie, chers amis, il s'agit donc des paramécias productifs, et sans doute ceux qui ont le plus chamboulé l'esprit des gens la première fois qu'on nous les a introduits. Oui, parce que par exemple, je vous donne un exemple directement avec Galdino, qui est un paramécia productif, beaucoup de gens se sont dit, c'est pas un Logia, lui? De la même façon, Magellan aussi rentre dans cette catégorie, et tout le monde s'est dit que c'était un Logia. Et ça a été exactement le même cas avec Trébol, qui a été récemment introduit dans l'œuvre. Donc véritablement, ces fruits sont ceux qui nous embrouillent le plus l'esprit. Pour essayer de bien comprendre cette catégorie, eh bien c'est une sorte de mélange entre les deux. C'est-à-dire que le paramécia productif s'applique à l'extérieur du corps, mais provient de ton propre corps. Et oui, c'est là que c'est un petit peu... Voilà, je m'explique. À la différence du paramécia corporel, le paramécia productif ne peut pas transformer son corps en la matière qu'il contrôle, et il ne peut pas non plus manipuler la matière, une matière qu'il pourrait contrôler via son fruit, à l'extérieur de lui-même. À la différence du paramécia corporel, il ne peut pas transformer son corps en la matière qu'il contrôle via son fruit, mais il ne peut pas non plus contrôler la matière existante, il ne peut pas contrôler l'environnement existant à l'extérieur de lui. Il a besoin de créer une matière pour pouvoir la manipuler à sa guise. Ici, pour le coup, je vais reprendre le terme de transmutation de Hunter x Hunter, parce que pour le coup, le concept de transmutation de Hunter x Hunter est exactement le même que le concept de paramécia productif. Je m'explique. Dans Hunter x Hunter, l'idée de transmutation, elle est véhiculée par l'idée que les personnages transmutent leur naine, c'est-à-dire qu'ils transforment leur naine. Mais dans les faits, ce que l'on voit, c'est bien plus de la production, c'est-à-dire que, par exemple, Hisoka produit d'une naine voilà, une espèce de chewing-gum, Phaeton produit une espèce de matière énergétique comme une sorte de mini-soleil, la nana d'Abriel Fantôme dont son nom m'échappe produit des fils. Donc voilà, ici on a vraiment un concept qui se retrouve de la même façon chez One Piece, c'est le fait de produire une matière et de la contrôler à sa guise. Et c'est pour ça qu'on les prend pour des Logia, parce que la plupart d'entre eux manipulent des espèces d'éléments, et en plus de ça, ils peuvent les créer à volonté, exactement comme le font les Logia. Donc, 2 catégories ici à la place de 3. Nous avons la sous-catégorie de la matière et la sous-catégorie de l'objet. Ah, exactement comme pour le premier grand groupe des paramécias corporels, sauf qu'ici, le pouvoir s'exprime à l'extérieur du corps. Salut, c'est la nouvelle voix off. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Enfer et damnation, vous avez croisé la route du terrible dragon des montagnes, Mon Corvax. Mais malgré sa colère, vous allez pouvoir le vaincre grâce au pouvoir du poilu nommé qui vous permet de générer des cheveux et de les manipuler à votre guise afin de vaincre tous vos ennemis. Alors, je dois lire, attendez, alors, et maintenant, la typologie des exemples. Premier exemple, nous avons Galdino ou Mr. 3, qui est le possesseur du fruit de la cire. Il est capable donc de produire de la cire et de la manipuler à sa guise, de la rendre dure, molle, chaude, froide et de faire à peu près ce qu'il veut avec. Il peut créer donc des clés, des trucs, des machins, mais tout ça reste de la cire qu'il a produite. Il ne peut pas manipuler de la cire qu'il trouverait au détour d'un chemin, comme ça, tranquillement, et puis hop, il transforme. Non, il manipule uniquement la cire qu'il crée. Deuxième cas dans cette sous-catégorie, il s'agit de Magellan qui manipule le poison ou du moins une substance acide qui ressemble à du poison. Ici, tout le monde s'est dit que c'était un Logia et aussi il y avait quelque chose qui pouvait nous chambouler un petit peu nos critères et notre vision des choses, puisque à un moment on voit Luffy qui frappe Magellan et qui n'arrive pas à le toucher. Et en vérité, ici, on s'est tous fait avoir. C'est non pas que Magellan était intangible et s'était transformé en poison, mais c'était qu'il avait recouvert son corps de poison, et du coup, Luffy pouvait essayer de frapper, il ne faisait que frapper une couche épaisse de poison qui ne lui permettait pas de frapper le véritable corps de Magellan. Du coup, son concept de fruit du démon fonctionne exactement à la même façon que Trébol ou Galdino. Il produit une matière et la contrôle à sa guise, lui permettant de faire son immense attaque Hydra ou faire son truc, enfin voilà, faire à peu près tout ce qu'il veut dans le cadre de la matière qu'il contrôle. Il ne peut pas non plus contrôler le poison qu'il y a dans l'air ou dans la matière ou dans la nature, ou de se transformer lui-même en poison. Il ne peut pas le faire. Autre exemple, il s'agit de Khalifa qui, à l'instar donc de ses confrères dans cette catégorie, est bien capable de contrôler, de créer, de contrôler, de produire et de manipuler du savon. Voilà, elle peut créer une matière savonneuse et la manipuler comme elle le souhaite, faire des espèces d'armures de mousse, rendre les gens un petit peu lisses grâce à sa mousse savonneuse. Voilà, bon, elle fait à peu près ce qu'elle veut, de la même façon que les autres utilisent les propriétés qui sont propres à leur élément.
Par exemple, Galdino peut utiliser la dureté de la cire pour en faire une espèce de matière très solide. Magellan utilise les propriétés corrosives de son élément, le poison, pour pouvoir ronger à peu près toute la matière, utiliser comme arme absolument inarrêtable. On a également donc Trébol qui est capable d'utiliser une espèce de matière un petit peu visqueuse qui semble s'apparenter à du mucus ou bien de la colle ou une espèce de truc bizarre, peut-être une sorte de morve, enfin bon c'est un peu bizarre, mais toujours est-il que c'est une matière inflammable, donc il est plus probable que ce soit une espèce de substance qui s'apparente plus à de la colle, vous voyez, une espèce de colle inflammable. Donc ici on aurait un paramécia productif de la colle qui lui permettrait, comme aux eaux, de bénéficier d'une propriété spéciale à cet élément qui sert ici d'exploser au contact du feu. Mais ici il ne peut interagir avec son environnement que via la création de son propre élément, il ne peut pas manipuler la colle qui est autour de lui. On a également un méchant de filler, qu'il s'agit donc de Beans du film Z, qui était capable donc de créer des plantes, tout simplement, des grandes plantes, et de manipuler ces plantes comme il le souhaitait. Donc ici c'est intéressant parce qu'on a un pouvoir qui s'apparente à la nature, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoirs qui sont associés à cet élément, si vous voulez, ou du moins cet élément organique, et non pas matériel, du monde. Donc ici voilà, une manipulation de plantes qui provient donc de la production de plantes que crée notre ami Beans, voilà. Enfin, un méchant qui nous a été introduit il n'y a pas si longtemps que ça dans l'œuvre, et bien c'est notre ami Crackers, qui peut, et on l'a découvert assez récemment, attention, spoiler, pour ceux qui ne seraient pas encore rendus jusqu'ici, qui lui permet donc de créer et de manipuler, une fois après les avoir créés, des biscuits. Mais il peut alors au début je me suis dit, voilà, est-ce qu'il contrôle l'objet biscuit? Non, il contrôle la matière biscuit, l'ingrédient biscuit, puisqu'ensuite il peut en fait le tailler comme il le souhaite. Il peut vraiment faire ce qu'il veut avec les biscuits. Il peut vraiment, il peut créer des personnages biscuits, des espèces de gâteaux en biscuits, des boucliers en biscuits, et il a une propriété assez intéressante, c'est que les biscuits sont extrêmement durs. Donc en fait, c'est un peu comme s'il créait des biscuits déjà avariés, quoi. Mais en vérité, voilà, c'est ici le concept de créer une matière et de la manipuler à sa guise. On pourrait également mettre un autre personnage dans cette catégorie, dans cette sous-catégorie, donc des paramécia productifs de matière, mais je le garde pour la deuxième sous-catégorie, donc ce grand groupe, parce que je pense qu'il va mieux dans ce deuxième catégorie. Mais vous verrez, voilà, vous me donnez votre avis sur cette question. Et justement, on va en parler. Deuxième sous-catégorie et dernière sous-catégorie de cette grande typologie des paramécia, les paramécia productifs d'objets. Et ici, on a quelque chose d'un petit peu plus bizarre, un petit peu plus curieux, mais qui est quand même assez intéressant. L'illustration du professeur Jean-Pierre Quinze, les paramécia productifs d'objets. Afin de venger le Dark, Captain Flop s'élance vers vous les armes à la main, mais vous avez mangé le tour autonomie qui vous permet de créer et de manipuler des tours Eiffel. Et hop, il est vaincu. Et maintenant, là... C'est vrai que c'est chiant. Premier exemple dans cette petite liste, Robin. Et oui les amis, on n'a toujours pas parlé de Robin. Et pourtant, Robin c'est un personnage important. Quelle est exactement la nature de son pouvoir? Vous pourriez me dire, c'est un paramécia corporel parce qu'elle maîtrise son corps, gna gna. Eh non les amis, c'est pas parce que l'objet de son pouvoir est relatif à les parties de son corps que son pouvoir est véritablement associable à un paramécia corporel. En vérité, son pouvoir est davantage associé à la création de choses, à la production illimitée de choses. Et qu'est-ce que c'est? Ces fameuses choses des parties de son corps. En vérité, à la manière d'autres personnages qui sont des paramécia productifs, elle produit une matière. Simplement, comme je l'ai dit, pour la différence qu'il y avait entre les paramécia corporels de matière et d'objet, ici, la différence se situe dans le fait que ce qu'elle produit est dénombrable. Il s'agit de bras, de jambes, parfois même de clones complets, d'œils, d'oreilles, mais ce sont des choses dénombrables, c'est pour ça que j'appelle ça des objets. La cire est indénombrable, le poison est indénombrable, vous ne pouvez pas compter 1, 2, 3, 4, 5 poisons, non. C'est une matière dans son ensemble qui grandit, rapetissit, fait ce qu'elle veut. Mais notre amie Robin, elle, contrôle et produit des parties de son corps. Dans le même type, on a également Perona qui a la capacité donc de produire et de créer à volonté et de contrôler des fantômes, des spectres avec différents types d'habiletés, comme exploser, vous rendre triste, ou tout ce que vous voulez. C'est intéressant parce que c'est vraiment un pouvoir assez badass, assez cheaté je dirais, parce que ça lui permet véritablement d'avoir accès à une multitude, à une palette tout à fait immense et diverse de pouvoirs, tous plus différents les uns que les autres. Mais son pouvoir reste limité au concept de produire des fantômes, de créer des fantômes et de les envoyer sur l'adversaire. Elle ne peut pas contrôler les spectres, tous les spectres qui existeraient dans One Piece ou je ne sais pas quoi. Autre personnage qui rentre donc dans cette catégorie,
Il s'agit de Ina. Ina donc qui a la capacité de produire des grilles et de pouvoir enfermer les gens avec. On remarquera donc qu'elle crée à partir de son corps des grilles. On pourrait me dire que c'est plutôt un paramécia corporel d'objet, en ce sens qu'elle transforme son corps en objet, une grille, et qu'elle enferme les gens avec. Mais ce n'est pas exactement ça les amis, en vérité elle crée véritablement bel et bien des grilles. Rappelez-vous quand on l'avait vu attaquer l'équipage de Bonclay, elle avait créé des grilles à partir de son bras, mais elle n'avait pas enfermé les gens dans son bras. Une fois que la grille avait été créée, elle pouvait aller créer d'autres grilles et faire ce qu'elle voulait. Les grilles sont créées, elles sont indépendantes de son corps. De la même façon que lorsqu'on l'avait vu à Marineford, elle avait créé ces immenses grilles de manière extérieure à son corps et avait enfermé une vingtaine de pirates à l'intérieur. Un autre personnage extrêmement important qui devrait effectivement entrer dans cette catégorie, c'est Doflamingo. Au début, on pensait que Doflamingo pouvait être un personnage qui était un paramécia manipulateur, au sens que, quoi de mieux que de la manipulation pour définir le pouvoir de même, je dirais, le personnage de Doflamingo, qui n'est que manipulation. Il manipule les médias, il manipule sa propre famille, il manipule ses ennemis, ses amis, et tout son entourage. Mais en vérité, c'était un peu plus complexe que ça. C'est vrai que de l'extérieur, on ne voyait pas les fils, et quand il contrôlait les gens, on avait juste l'impression qu'il appliquait une forme de manipulation, comme une sorte de paramécia du pantin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en réalité, c'était un petit peu différent. Doflamingo est capable de produire une quantité infinie de fils, tous plus différents les uns que les autres. En ce sens, il ressemble un petit peu au pouvoir de Perona, dans ce sens que il ne crée pas forcément une matière, mais toute une multitude d'objets qui présentent, pourtant les mêmes caractéristiques, mais des pouvoirs différents. Vous avez Perona qui a des fantômes d'explosion, des fantômes de morale, qui agissent sur le moral. Et bien avec Doflamingo, vous avez des fils. Avec Doflamingo, vous avez des fils qui peuvent être des fils de feu, ou des fils offensifs, ou des fils qui créent des cages. Voilà. En ce sens, il est également associable au pouvoir de Krakers, qui lui aussi peut, on l'a vu très dernièrement, créer des clones de lui-même grâce à, enfin pas vraiment de lui-même, mais enfin des espèces d'êtres qui ont leur propre volonté, des espèces de golems, à partir de la matière qu'il produit. Et donc Doflamingo, lui, pouvait créer des clones à partir de fils. On a également Bartolomeo qui rentre dans cette catégorie. Lui, c'est un peu plus complexe, parce que justement, c'est lui dont je voulais parler dans la première sous-catégorie. On pourrait très bien dire qu'il crée une espèce de matière hyper dure, et voilà. Mais je pense que l'idée, c'est plus qu'il crée des barrières. Après, on a vu qu'il pouvait modeler cette matière un petit peu vitreuse, comme il le souhaitait, donc à voir. Potentiellement modifiable ce fruit. Je pense qu'il pourra être interchangé. On pourra le mettre autant dans une sous-catégorie que dans l'autre. C'est vrai que c'est une matière, mais c'est aussi un objet. Il crée des barrières, mais il crée aussi une espèce de glace indestructible. Donc bon, comme vous voulez, moi je le mets dans cette sous-catégorie de l'objet, mais ça pourra changer. Enfin, dernier personnage qui rentre dans cette sous-catégorie, c'est un personnage qui est également très récent. Il s'agit donc de Brûlé, qui est capable de créer des miroirs qui ont eux aussi une capacité spéciale puisqu'elle crée des espèces d'univers de poches dans lesquels elle peut enfermer les gens, littéralement mettre les gens de l'autre côté du miroir, comme dans Alice au Pays des Merveilles, ouais. Et donc voilà, donc Brûlé est la dernière, elle clôt cette liste, cette sous-catégorie des paramécia productifs. Mais bien sûr, et il a fallu que j'en oublie un au tout dernier moment. Voilà, le dernier de cette catégorie, le tout dernier de cette vidéo, et bien il s'agit de Kanjuro. Et vous me pardonnerez peut-être d'avoir fait cette omission, mais en fait c'est parce que son pouvoir est vraiment inclassable. En vérité, je le mets dans cette catégorie parce qu'il faut bien le mettre quelque part, et que c'est probablement la catégorie à laquelle son pouvoir s'apprête le mieux. Regardez, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dessine des choses et puis il leur donne, il leur donne naissance, il leur donne vie, essentiellement, c'est ça, hein. Donc ça s'apparente à de la création. Il crée à partir de rien. Enfin, à partir de rien? Pas exactement. En vérité, et c'est là qu'il y a la différence principale avec tous les autres qui constituent cette sous-catégorie, c'est qu'il a besoin de dessiner au préalable de sa création. C'est-à-dire qu'il dessine la chose avec un outil extérieur à son fruit, c'est-à-dire un pinceau, et ensuite il donne vie à ce dessin. Il a besoin de dessiner avant de créer. Et ça, c'est quelque chose qui est très bizarre parce que tous les autres membres de cette sous-catégorie, ils créent comme ça par le simple action de leur volonté. Là, c'est très différent parce qu'il a besoin d'activer un dessin. Et c'est ça qui est très curieux. Et je suis en train de me dire vraiment que tout ça, en fait, c'est peut-être des indices pour nous dire que leur pouvoir, et peut-être même celui de Raizo, ne proviennent pas de fruits du démon, mais proviennent bel et bien d'un pouvoir qui est lié à Wano Kuni. Et même si jusqu'à présent tout
tout nous pousse à penser que les pouvoirs dans One Piece sont liés aux fruits du démon, enfin du moins ceux qui sont les plus loufoques, il semblerait peut-être qu'il y ait une catégorie de pouvoirs encore plus absurde qui se cache donc dans le pays des samouraïs, dans le pays de Wa. Et ça donc, en attendant, voilà, c'est pour ça que je le classe dans cette catégorie, mais c'est temporaire, bien évidemment. Avant de terminer, chers amis, eh bien, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Dans les fillers, il y a un paramécia qui a un petit peu transcendé ces frontières entre les paramécias. Il s'agit de Largo, qui était un personnage qui était en fait dans un arc filler qui introduisait un film. Et ce personnage, c'était une espèce de Mexicain Vas-y, éternue. Ok. Et ce personnage, c'était une espèce de Mexicain, qui avait un équipage de Mexicains aussi. Il jouait de la guitare, il avait une espèce de sombrero, il avait une moustache comme ça, et voilà. Mais son fruit, et c'est ce qui nous intéresse, était le fruit des filets. Alors au début, on pouvait se dire, bon, bah, c'est un paramécia productif, en ce sens qu'il peut créer des filets, toutes sortes de filets, un peu comme Perona ou Doflamingo, des filets avec différentes propriétés, des filets explosifs, des filets avec des piquants, des filets ou je ne sais plus quoi, des filets visqueux ou je sais plus quoi. Mais, il y a quelque chose qui m'a vraiment interloqué. À un moment, on a vu dans le mini-arc filler qu'il pouvait également se transformer lui-même en filet. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais vue dans One Piece. En vérité, je pense que là, c'est simplement que ce n'est pas Oda qui est derrière ce fruit, et je pense qu'il a un tout petit peu sorti des catégories qu'il prévoyait à la base pour les paramécias. Je m'explique, et ce sera ma conclusion. Ce qui différencie un Logia d'un paramécia, c'est qu'il peut avoir une des 3 capacités qu'un Logia a et rassemble. Le Logia rassemble 3 capacités. Créer une matière, pouvoir contrôler cette matière, et pouvoir se transformer en cette matière. Les paramécias répondent également à ces 3 catégories, mais ils ne peuvent faire qu'une seule de ces 3 habiletés. Vous avez le paramécia corporel qui permet de se transformer, vous avez les paramécias environnementaux qui permettent de contrôler l'environnement, ou d'imposer une force sur l'environnement, et vous avez les paramécias productifs qui permettent de créer une matière. Le Logia peut faire les 3. Regardez, par exemple, je prends le Logia du sable, de crocodile, ou de crocodile, comme vous voulez. Il peut se transformer en sable, paramécia corporel, il peut créer du sable, paramécia productif, et il peut également assécher l'environnement, paramécia environnemental. Pour clore les exemples, prenons Ace, un Logia des plus connus. Il peut créer du feu, se transformer en feu, et également brûler et imposer toutes sortes de brûlures à son environnement. Tous les Logias rassemblent les 3 catégories des paramécias. Mais ce qui différencie les paramécias des Logias, c'est que comme je l'ai dit, les paramécias ne peuvent pas rassembler ces 3 catégories de pouvoir. Ils ne peuvent pas être à la fois un paramécia qui transforme le corps, qui produit une matière et qui contrôle ou manipule l'environnement de quelque façon. Ils sont obligés de choisir. C'est pour ça que les paramécias vous paraissent si loufoques, si absurdes, si diverses dans leur application. Tout simplement parce que Oda a plutôt bien réfléchi à la manière dont les imaginer. Mais je pense que là où les fillers n'ont pas été si rigoureux que ça dans leur création de fillers, de paramécia, de pouvoir à donner aux antagonistes des arcs non canons, eh bien, en ce qui concerne Oda, je crois que son idée sur la question, malgré le fait qu'il ne nous en dise rien, est beaucoup plus logique, sérieuse et rigoureuse qu'il n'y paraît. Et c'est ainsi, chers amis, que la vidéo se termine. Voilà, alors dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse scientifique sur les paramécias, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette catégorie, mais enfin, vous pouvez pas non plus ne pas être d'accord avec la vérité, n'est-ce pas? Parce que franchement, c'est de la science, hein, c'est pas moi qui le dis. Et dites-moi, voilà, ensuite on se retrouvera donc sûrement pour d'autres vidéos, d'autres dossiers, discussions, analyses, hein, sur les autres fruits du démon et les autres techniques, je dirais en général, en règle générale, de One Piece. Vous savez que les typologies, les classements, les catégories, j'aime beaucoup ça et j'espère que vous aussi. En attendant, chers amis, portez-vous bien. Voilà, on se retrouve peut-être dans 7 ou 8 mois pour la vidéo sur les Logias ou sur les Zoran. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires celui que vous préférez que je fasse en premier. Mais voilà, il me tarde d'y aller, donc les amis, à la prochaine.
Non. C'est insupportable. Putain de merde quoi, c'est le truc impossible quoi. Putain, on va y arriver. Oh putain, je peux plus rentrer. Oh putain. Pète un câble. Aider, moi. Salut à vous, c'est pas putain. Salut à vous chers amis, on se retrouve pour la fameuse vidéo sur les paramécias.